Je m'appelle Aurélie, j'ai 35 ans et je travaille comme dentiste dans un cabinet privé en centre-ville. Le salaire est bon, plus que bon en réalité. J'ai travaillé dur pour en arriver là. J'ai passé des années à l'université et maintenant, j'ai enfin la vie que j'ai toujours voulu. J'ai acheté ma propre maison il y a 3 ans. Rien d'extravagant, mais c'est à moi. 2 chambres et ce qui était un bureau, que j'ai transformé en ma bibliothèque personnelle. Des livres partout, du sol au plafond. C'est mon sanctuaire. Ma sœur aînée, Sarah, a 38 ans et travaille à mi-temps dans un supermarché. Elle a 2 enfants, Emma, qui a 10 ans, et Léo, qui en a 8. Des enfants formidables, vraiment. Le mari de Sarah, Thomas, travaille dans cette petite usine de meubles à l'autre bout de la ville. Son salaire dépend du nombre de commandes qu'ils reçoivent. Alors, certains mois sont bons et d'autres, eh bien, disons simplement que Sarah m'appelle quand les fins de mois sont difficiles. Et je ne dis jamais non. La famille, c'est la famille, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai toujours pensé, en tout cas. Nos parents vivent dans un minuscule 3 pièces qui semble encore plus petit quand nous y sommes tous réunis. Papa est retraité de la poste. Maman travaillait à la cantine d'une école jusqu'à ce que son arthrose devienne trop sévère. Ils s'en sortent avec leur retraite, mais tout juste. Chaque dimanche, nous dînons en famille chez papa et maman. C'est le chaos. Emma et Léo qui courent partout. Thomas et papa qui se disputent à propos du foot. Sarah et maman qui rattrapent les derniers potins du quartier. L'appartement devient bruyant et bondé, mais j'adore ça. Ou plutôt, j'adorais ça. Ce dimanche-là a commencé comme tous les autres. Je suis arrivée en voiture après avoir terminé quelques papiers au cabinet. J'ai apporté à maman ses biscuits préférés de la boulangerie près de mon bureau. Quand je suis entrée, tout le monde était déjà là. Sarah aidait maman dans la cuisine. Thomas était sur le canapé avec papa, à regarder un match quelconque. Et les enfants étaient affalés par terre avec leurs tablettes. Mais quelque chose semblait différent. L'air était lourd, comme avant un orage. Sarah m'a à peine regardé quand je lui ai dit bonjour. Thomas n'a même pas grogné son salut habituel. Même les enfants paraissaient plus calmes que d'habitude. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé à maman en lui tendant la boîte de biscuits. Elle a juste secoué la tête et a continué à remuer ce qu'il y avait dans la casserole. « Demande à ta sœur. » J'ai trouvé Sarah dans le salon, les bras croisés, fixant la télévision sans vraiment la regarder. « Sarah, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle s'est tournée vers moi et j'ai pu voir qu'elle avait pleuré. L'entreprise de Thomas a fait faillite. Ils ont déposé le bilan la semaine dernière. Mon estomac s'est noué. Oh non, je suis tellement désolée. Mais il trouvera autre chose, non? Il y a d'autres usines de meubles? Non. La voix de Thomas était tranchante. Il n'avait pas quitté la télé des yeux. Il n'y a pas d'autres usines de meubles par ici. Elles ont toutes été délocalisées ou ont fermé. Je me suis assise prudemment, comme si je marchais sur un champ de mine. Eh bien, peut-être que pour l'instant, tu pourrais chercher autre chose. Juste temporairement, jusqu'à ce que... Je ne ferai rien d'autre. Thomas m'a enfin regardé et son visage était dur. Je suis ébéniste. C'est mon métier. C'est ce que je fais depuis 15 ans. J'ai essayé de garder une voix douce. Je sais, mais peut-être juste pour quelques mois. En fait, le directeur de mon cabinet a mentionné qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour faire des travaux de maintenance, réparer le matériel, s'occuper des espaces verts, ce genre de choses. C'est bien payé et il y a une mutuelle complète. Thomas m'a coupé. Je ne vais pas devenir un homme à tout faire. Je suis un artisan. Ce n'est pas être un homme à tout faire, ai-je dit. C'est un travail honnête et le salaire est vraiment bon. Le docteur Dubois a dit... J'ai dit non. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception de la télévision. Même les enfants ont levé les yeux de leur tablette. Je voulais souligner qu'à l'usine de meubles, Thomas avait de nombreux jours sans commande où il ne faisait que s'asseoir et attendre. Au cabinet, il aurait un travail stable et un salaire régulier. Mais j'ai gardé ma bouche fermée. C'est à ce moment-là que Sarah a parlé, sa voix aussi calme que de l'eau glacée. En attendant que Thomas trouve quelque chose dans son domaine, tu vas devoir nous entretenir. Ma bouche est devenue sèche. On parle de combien? 2 000 € par mois devraient suffire. Je me suis littéralement étouffée avec l'eau que je buvais. 2 000 € chaque mois pour qui sait combien de temps. Sarah, je vous ai déjà aidé quand vous me l'avez demandé, mais là, c'est différent. Je ne peux pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas.
Sa voix devenait plus forte. Thomas, dis-lui ce dont on a parlé. Thomas a finalement coupé le son de la télé. Ta sœur pense que comme tu n'as pas de famille à toi, tu devrais nous aider. Ce n'est pas comme si tu avais des enfants dont tu devais t'occuper. Les mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai regardé autour de moi. Maman, qui faisait semblant d'être occupée dans la cuisine, mais qui écoutait de toute évidence. Papa, qui était soudainement très intéressé par ses mains. Les enfants, qui nous regardaient comme si nous étions un feuilleton télévisé. Je ne refuse pas d'aider, ai-je dit lentement. J'ai proposé un travail à Thomas. Un bon travail. S'il ne le prend pas, ce n'est pas une urgence, c'est un choix. Le visage de Sarah est devenu rouge. Maman, dis-lui. Maman est apparue dans l'encadrement de la porte, s'essuyant les mains sur son tablier. Aurélie, ta sœur a besoin d'aide. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari à charge. Il est temps que tu arrêtes d'être si égoïste et que tu aides ta famille. Égoïste ? Le mot a résonné dans ma tête. Je ne suis pas égoïste, je suis rationnelle. J'ai offert de l'aide sous la forme d'un emploi et elle a été refusée. Je ne peux pas soutenir des gens qui ne veulent pas s'aider eux-mêmes. Thomas s'est levé. « Viens, Sarah, prends les enfants, on s'en va. » Ils sont partis sans me dire au revoir. Maman et papa ont passé l'heure suivante à me dire à quel point ils étaient déçus, que la famille était censée rester soudée, que j'étais cruelle et sans cœur. Je suis rentrée chez moi en silence, les mains tremblantes sur le volant. Quand je suis arrivée à ma maison, je me suis assise dans ma bibliothèque, entourée de tous mes livres, et je me suis demandé s'ils n'avaient pas raison. Peut-être que j'étais égoïste. Peut-être que j'aurais dû simplement dire oui. Mais Thomas pouvait travailler. Il choisissait de ne pas le faire. Et cela me semblait être le vrai problème. 2 semaines se sont écoulées sans un seul appel de ma famille. Et honnêtement, j'étais soulagée. Avant ce dîner de l'enfer, mon téléphone sonnait constamment. Sarah qui appelait pour demander de l'argent pour les courses. Maman qui appelait pour me dire que Sarah avait besoin d'aide avec la facture d'électricité. Papa qui appelait pour dire que la voiture de Thomas avait besoin de réparation et si je pouvais participer. Mais maintenant, le silence. Un silence magnifique et paisible. J'allais au travail, je rentrais à la maison, je lisais mes livres, je regardais Netflix sans interruption. Je n'avais pas à m'inquiéter de voir mon téléphone vibrer avec une autre demande d'argent. Je n'avais pas à me sentir coupable chaque fois que je m'achetais quelque chose de sympa. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je me suis plongée dans le travail, j'ai pris des patients supplémentaires, j'ai commencé cette formation continue en ligne que je remettais toujours à plus tard. J'ai même réorganisé toute ma bibliothèque à la maison, triant les livres par auteur au lieu de par sujet. Ça faisait du bien de me concentrer sur ma propre vie pour une fois. Mais bien sûr, ça ne pouvait pas durer éternellement. L'appel est arrivé un mardi soir. J'étais blottie sur mon canapé avec une tasse de thé et un roman policier quand mon téléphone a sonné. Le nom de Sarah s'est affiché à l'écran. Mon estomac s'est immédiatement noué. J'ai failli ne pas répondre. Mon doigt a hésité sur le bouton de rejet, mais la curiosité l'a emporté. « Allô Aurélie ?» La voix de Sarah était différente. Pas en colère comme la dernière fois, mais pas exactement chaleureuse non plus. « Il faut qu'on parle. Tu peux venir chez papa et maman ? S'il te plaît. » Le « s'il te plaît » a fait tilt. Sarah ne disait jamais « s'il te plaît » à moins que quelque chose n'aille vraiment pas. J'ai soupiré en regardant ma soirée douillette. « D'accord, donne-moi 30 minutes. » Le trajet jusqu'à chez mes parents m'a semblé plus long que d'habitude. Je n'arrêtais pas de me demander ce qu'ils voulaient. Plus d'argent, évidemment. Mais pourquoi ? Peut-être que Thomas avait finalement ravalé sa fierté et accepté un travail quelque part. Peut-être qu'ils allaient s'excuser pour la façon dont ils m'avaient traité. Quand j'ai frappé à la porte, papa a ouvert. Sarah, Thomas et les enfants étaient tous assis sur le canapé, comme s'ils posaient pour un portrait de famille. Maman était dans son fauteuil, ses aiguilles à tricoter cliquetant. Tout le monde m'a regardé quand je suis entrée. Thomas s'est raclé la gorge. J'ai trouvé un travail. Mes sourcils se sont haussés. « Oh, c'est super ! Où ça ? » Dans la région de Nice. Il y a une entreprise de meubles sur mesure là-bas. Des trucs haut de gamme. Mon pote Richard de l'école professionnelle y travaille maintenant. Il a glissé un mot en ma faveur. J'ai ressenti une lueur de bonheur sincère pour eux.
C'est merveilleux, Thomas. Quand est-ce que tu commences? Dès qu'on pourra y aller, a dit Sarah. Mais c'est ça le problème. Ça y est, on y vient, ai-je pensé. Quel problème? Sarah a regardé Thomas, puis de nouveau moi. On n'a pas l'argent pour déménager. 7200 €. J'ai cligné des yeux. Quoi? Thomas a commencé à énumérer les choses sur ses doigts. Le camion de déménagement pour toutes nos affaires. Le premier mois de loyer et la caution pour un appartement. Ensuite, il nous faut de l'argent pour vivre jusqu'à ce que je reçoive mon premier salaire, l'essence pour y aller en voiture, les cautions pour l'eau et l'électricité. Une partie de moi voulait rire. Il y a 2 semaines, ils exigeaient 2000 € par mois indéfiniment. Maintenant, ils voulaient plus de 7000 € d'un coup. Mais une autre partie de moi faisait le calcul. S'ils déménageaient sur la Côte d'Azur, je n'aurais plus jamais à gérer leur demande d'argent constante. 7200 € pour une paix et une tranquillité permanente. C'était peut-être une bonne affaire, en fait. Si je vous donne cet argent, ai-je dit lentement. C'est tout. Plus de demande d'aide. Vous vous débrouillez seul après ça. Sarah a hoché la tête rapidement. Bien sûr, Thomas gagnera bien sa vie là-bas. On n'aura plus besoin d'aide. J'ai regardé Thomas. Et tu es sûr de ce travail? Richard dit qu'ils sont en pleine croissance. Beaucoup de gens riches à Nice veulent des meubles sur mesure. Le salaire est presque le double de ce que je gagnais ici. D'accord. Le mot est sorti avant que je puisse l'arrêter. Je vais créer un compte séparé et y virer l'argent. Vous pourrez y accéder pour le déménagement. Sarah s'est levée d'un bond et m'a serré dans ses bras. Merci Aurélie. Merci beaucoup. Maman souriait pour la première fois depuis des semaines. Je savais que tu répondrais présente pour ta famille. Le reste de la soirée s'est bien passé en fait. Sarah et maman ont commencé à organiser une fête de départ, parlant d'inviter tous les oncles et tantes. Les enfants se sont excités à l'idée de vivre dans un endroit chaud où ils pourraient se baigner toute l'année. Thomas semblait plus détendu que je ne l'avais vu depuis des mois. On devrait faire la fête ce week-end, a dit maman. Ça laissera le temps à tout le monde de venir dire au revoir. C'est parfait, a dit Sarah. Aurélie, tu aideras pour les préparatifs, n'est-ce pas? Bien sûr, ai-je dit, pensant déjà à la manière d'organiser le virement bancaire. Tout ce dont vous avez besoin. Je suis partie ce soir-là avec un optimisme prudent. Peut-être que c'était comme ça que ça devait se terminer. Peut-être que Thomas s'épanouirait à Nice, que Sarah serait heureuse et que je pourrais récupérer ma vie sans me sentir coupable. Le lendemain, j'ai appelé ma banque et j'ai créé le compte supplémentaire comme je l'avais promis. J'ai viré les 7200 € et j'ai donné à Sarah les informations de connexion. Elle m'a appelé immédiatement pour me remercier à nouveau. « Je n'arrive pas à croire que ça arrive vraiment », a-t-elle dit. « Oh, et Aurélie, je dois te demander une autre faveur. » Mon cœur s'est un peu serré. « Quoi ? Le bail doit être signé par quelqu'un avec un bon dossier de crédit. Le dossier de Thomas a été plombé quand l'usine de meubles a fait faillite. Pourrais-tu cosigner le bail ? C'est juste une formalité. » J'y ai réfléchi. J'avais un bon dossier. Et si Thomas obtenait vraiment ce travail, il pourrait payer le loyer. D'accord, mais juste pour cette fois. Tu es la meilleure sœur du monde, a dit Sarah. J'ai appelé mon amie agent immobilier Jeanne et je lui ai demandé de m'aider à gérer la location d'un appartement dans une autre région. Elle a tout géré en ligne. Et le lendemain après-midi, j'avais signé le bail et viré la caution depuis le compte que j'avais créé pour Sarah. Tout semblait se mettre en place. La fête de départ était prévue pour le samedi soir. Sarah était occupée à tout organiser. Thomas se coordonnait avec son nouvel employeur. Les enfants emballaient leurs jouets préférés. J'avais hâte d'aller à cette fête. J'avais l'impression que nous terminions sur une bonne note, que notre famille pourrait peut-être redevenir une famille au lieu que je sois le distributeur de billets personnels de tout le monde. Le vendredi ne pouvait pas arriver assez vite. J'étais vraiment excitée pour la fête de départ. J'ai acheté une bonne bouteille de vin et une carte pour Sarah et Thomas. La fête devait avoir lieu ce soir-là et j'avais prévu d'y aller directement après le travail. J'étais au milieu d'un détartrage de routine quand mon téléphone a vibré. J'ai vu la notification apparaître, un texto de Sarah, mais j'étais occupée avec mon patient et je ne pouvais pas le vérifier. J'ai supposé qu'elle confirmait probablement l'heure ou me demandait de prendre quelque chose pour la fête. J'ai terminé avec mon patient, je me suis lavé les mains et j'ai finalement pris mon téléphone pour lire le message. Il m'a glacé le sang. « Tu n'es pas invité à la fête de ce soir.
C'est réservé à la vraie famille, aux gens qui se soutiennent vraiment. J'ai fixé l'écran, le lisant 3 fois pour m'assurer que je ne voyais pas double. Ma main s'est mise à trembler. Je l'ai appelé immédiatement. « C'est quoi ce texto ?» ai-je dit quand elle a décroché. Sa voix était glaciale. Exactement ce qu'il dit. « Tu n'es pas la bienvenue ce soir. Tu es folle ou quoi? Je viens de te donner 7200 €. Seulement parce que tu veux qu'on parte. Tu veux qu'on soit le plus loin possible pour ne plus avoir à t'occuper de nous. » Ma bouche s'est ouverte, béante. Ce n'est pas vrai. Ah non? Tu as refusé de nous aider quand on avait besoin d'un soutien mensuel. Tu as clairement fait comprendre que Thomas n'était pas assez bien pour le travail que tu as offert. Tu nous as toujours méprisés. J'étais si en colère que je pouvais à peine parler. J'ai offert à Thomas un vrai travail avec un bon salaire et une mutuelle. Il l'a refusé parce qu'il était trop fier. Et oui, je vous ai aidé à déménager parce que je pensais que ce serait bien pour votre famille. Sarah a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Tu nous as aidés à déménager parce que tu es égoïste et que tu m'envies. Tu envies le fait que j'ai un mari et des enfants et que toi, non. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que si. Tu as toujours été jalouse que j'ai une vraie famille alors que tu es toute seule dans cette maison avec tes livres. Eh bien, ce soir, c'est pour les gens qui tiennent vraiment les uns aux autres, pas pour les gens qui pensent que l'argent résout tout. Elle a raccroché. Je suis restée assise dans mon bureau, à fixer mon téléphone. Mes yeux me brûlaient de larmes, mais j'étais trop en colère pour pleurer. J'ai immédiatement appelé le numéro de ma mère. Je suis tombée directement sur sa messagerie. 15 minutes plus tard, j'ai reçu un texto de maman. « Je suis d'accord avec Sarah. Ne viens pas ce soir. » Je suis rentrée chez moi enragée, l'esprit en ébullition. Il ne voulait pas de moi à la fête. Très bien. Mais il n'aurait pas mon argent non plus. La première chose que j'ai faite en rentrant chez moi a été de me connecter au compte bancaire que j'avais créé pour Sarah. La majeure partie de l'argent était encore là. Ils en avaient utilisé une partie pour la caution de l'entreprise de déménagement, mais il restait plus de 6 000 €. J'ai immédiatement bloqué l'accès de Sarah. Ensuite, j'ai appelé Jeanne, mon amie agent immobilier. « Jeanne, j'ai besoin que tu appelles ce propriétaire d'appartement à Nice. Je veux annuler le bail que j'ai signé. Qu'est-ce qui s'est passé? Des histoires de famille. Peux-tu lui demander s'il me laissera me retirer du contrat? J'expliquerai qu'il y a eu un malentendu. Je l'appelle tout de suite. » Pendant que j'attendais, j'ai ouvert cette bouteille de vin que j'avais achetée pour la fête et je me suis versé un grand verre. Puis je me suis assise dans ma bibliothèque et j'ai essayé de me calmer. Jeanne a rappelé 1 heure plus tard. Bonne nouvelle, le propriétaire est très compréhensif. Il a dit que ces choses arrivent avec les déménagements familiaux. Il annule le bail sans pénalité et il te rendra la totalité de la caution. Merci beaucoup. Après avoir raccroché, j'ai bloqué tous leurs numéros de téléphone. Sarah, Thomas, maman, papa, tous. Je savais qu'ils appelleraient dès qu'ils réaliseraient ce que j'avais fait et je ne voulais pas l'entendre. J'ai passé le reste de la soirée dans ma maison silencieuse avec mon vin et mes livres. Pas de fête, pas de famille, pas de drame, juste la paix. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai bien dormi. Le samedi matin, je me suis réveillée au son de quelqu'un qui martelait ma porte d'entrée. Des coups forts et agressifs qui duraient probablement depuis un moment. J'ai regardé par la fenêtre et je les ai tous vus. Maman, papa, Sarah, Thomas, même les enfants. Ils avaient l'air furieux. Je savais que je ne pouvais pas éviter cette conversation. J'ai ouvert la porte et ils se sont frayés un chemin dans ma maison sans y être invités. « Tu as bloqué le compte ?» a hurlé Sarah avant même d'être complètement à l'intérieur. « Oui, c'est ce que j'ai fait. On est censé déménager aujourd'hui. Le camion arrive ce matin. » J'ai haussé les épaules. « Pas mon problème. » Thomas s'est avancé. « Tu ne peux pas faire ça. Je suis censé commencer le travail la semaine prochaine. Tu aurais dû y penser avant de décider que je n'étais pas de la famille. » Maman secouait la tête. « Aurélie, c'est terrible. Même pour toi, c'est vindicatif. » « Vindicatif ?» J'ai ri. « Vous m'avez tous dit que je n'étais pas de la vraie famille. Vous m'avez désinvité de la fête. Eh bien, félicitations. Vous avez eu ce que vous vouliez. Je ne suis pas votre famille, donc je ne suis pas non plus votre distributeur de billets. » Sarah s'est assise sur mon canapé sans permission. « Je ne partirai pas tant que tu n'auras pas réglé ça. Alors j'appelle la police. » Papa a levé les mains. « Attends 1 minute. » « Non. » J'ai pointé la porte. «
Dégagez tous de ma maison maintenant. Thomas devenait rouge. Tu sais dans quelle situation tu nous mets? J'ai déjà accepté le poste. Tu aurais dû mieux me traiter alors. Sarah pleurait maintenant. S'il te plaît, Aurélie, on est désespérés. On a déjà donné notre préavis pour notre appartement. On n'a nulle part où aller. Oh, et au fait, ai-je dit, ressentant une froide satisfaction, j'ai aussi annulé le bail de l'appartement à Nice. Donc, même si vous aviez l'argent, vous n'auriez nulle part où emménager. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ils me fixaient tous comme si une deuxième tête m'avait poussé. Puis tout le monde s'est mis à crier en même temps. Sarah hurlant que j'étais diabolique, Thomas criant à propos de son travail, maman pleurant sur la façon dont je détruisais la famille, papa essayant de jouer les pacificateurs. J'ai juste souri et j'ai de nouveau pointé la porte. Dehors. Je ne pars pas, a dit Sarah en croisant les bras. Très bien, j'appelle le 17. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à composer le numéro. Ils se sont tous précipités vers la porte, marmonnant des malédictions et des menaces. Ce n'est pas fini, a crié Sarah depuis mon allée. J'ai fermé la porte et l'ai verrouillée. Puis je me suis versé un autre verre de vin, même s'il n'était que 10 heures du matin. J'avais l'impression que c'était la meilleure décision que j'avais prise depuis des années. Les semaines qui ont suivi ont été les plus calmes de ma vie d'adulte. Je me suis replongée dans le travail avec une énergie renouvelée. J'ai pris des patients supplémentaires. J'ai commencé cette présentation pour une conférence dentaire que je repoussais depuis des mois. Je me suis même inscrite à un séminaire de week-end sur les nouvelles techniques d'implant. Ça faisait du bien de me concentrer à nouveau sur ma carrière au lieu de m'inquiéter constamment des finances de ma famille. À la maison, j'ai de nouveau réorganisé toute ma bibliothèque. Cette fois, j'ai classé les livres par date de publication, ce qui était probablement excessif, mais ça m'a donné quelque chose à faire de mes mains pendant que mon esprit digérait tout ce qui s'était passé. J'ai aussi commencé à me préparer des repas plus élaborés, chose que je n'avais pas faite depuis des années, quand j'étais toujours préoccupée par la prochaine urgence financière. Environ 3 semaines après la confrontation chez moi, j'ai croisé Léa Martin au supermarché. Léa était une amie de Sarah du lycée, quelqu'un que je connaissais de loin depuis des années. Elle travaillait à la banque du centre-ville et semblait toujours au courant des affaires de tout le monde. « Oh, Aurélie !» dit-elle en me voyant au rayon des fruits et légumes. J'ai entendu ce qui s'est passé avec Sarah et Thomas. Je me suis tendue, m'attendant à la leçon sur la loyauté familiale ou sur le fait que j'aurais dû être plus compréhensive. Au lieu de ça, Léa a baissé la voix et s'est rapprochée. « J'ai entendu dire qu'ils ont dû emménager chez tes parents, tous les 6 dans ce minuscule appartement. » J'ai pris un sac de pommes, essayant de garder une expression neutre. « Vraiment ? » ?»« Ouais. » Thomas n'a pas pu trouver l'argent pour déménager à Nice. Finalement, il a fini par prendre un boulot de manutentionnaire dans cet entrepôt du boulevard de l'Industrie. Sarah se plaint à tout le monde de son mal de dos à cause de tout ce qu'il doit soulever. J'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et de culpabilité. Satisfaction parce que Thomas aurait pu éviter tout ce gâchis en acceptant le poste de maintenance que je lui avais offert au cabinet. Culpabilité parce que je savais à quel point il attendait avec impatience ce travail dans l'ébénisterie à Nice. « Et Sarah ?» ai-je demandé malgré moi. Léa a fait une grimace. Elle raconte à qui veut l'entendre que tu as saboté leur déménagement par dépit. Elle dit que tu es jalouse de sa famille et que tu voulais les garder piégés ici. La culpabilité s'est évaporée instantanément. Ah oui ? La plupart des gens n'y croient pas, cependant. Je veux dire, tout le monde sait que tu les aides financièrement depuis des années. Et quand elle raconte l'histoire, elle omet toujours la partie où elle t'a désinvité de la fête. J'ai hoché la tête et j'ai commencé à m'éloigner, mais Léa m'a touché le bras. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as bien fait. Sarah a toujours attendu que les autres résolvent ses problèmes. Peut-être que ça lui apprendra un peu d'indépendance. J'ai remercié Léa et j'ai terminé mes courses, mais ces mots me sont restés en tête. Avais-je vraiment bien agi ou étais-je simplement mesquine et vindicative comme maman l'avait dit ? Ce soir-là, je me suis assise dans ma bibliothèque avec un verre de vin et j'y ai vraiment réfléchi. Oui, j'avais été blessée par les paroles de Sarah sur le fait de ne pas être de la vraie famille. Oui, j'étais en colère d'avoir été désinvitée de la fête après avoir fourni tout cet argent. Mais ma réaction était-elle proportionnée ? Thomas faisait maintenant un travail manuel qui lui faisait mal au dos au lieu de faire le travail de ses rêves à Nice.
Sarah et les enfants étaient entassés dans le petit appartement de mes parents au lieu d'avoir leur propre logement. Mes parents subissaient le stress de 4 personnes supplémentaires dans leur maison. Mais ensuite, je me suis souvenu du visage de Thomas quand il a rejeté mon offre d'emploi, la manière dédaigneuse dont il avait qualifié cela de travail d'homme à tout faire, le calcul froid de Sarah quand elle a exigé 2000 € par mois, les mots de maman sur mon égoïsme parce que je n'avais pas d'enfant. Ils avaient fait leur choix. Thomas avait choisi la fierté plutôt qu'un emploi pratique. Sarah avait choisi de m'attaquer au lieu d'être reconnaissante pour l'aide que j'avais offerte. Maman avait choisi de se ranger du côté de Sarah au lieu de voir les deux côtés de la situation. J'avais offert une aide réelle sous la forme d'un emploi stable avec un bon salaire et une mutuelle. Quand cela a été rejeté, j'avais offert de l'aide pour le déménagement à Nice. Quand on m'a dit que je n'étais pas de la famille, j'ai agi en conséquence. Peut-être que j'étais vindicative, mais j'en avais fini d'être le filet de sécurité de tout le monde, tout en étant traitée comme un distributeur de billets au lieu d'une sœur. La culpabilité s'est estompée au fil des semaines qui sont devenues des mois. J'ai recommencé à sortir avec des hommes, chose que je n'avais pas faite depuis des années parce que j'étais toujours trop stressée par les drames familiaux pour me concentrer sur ma propre vie. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque municipale. J'ai même pris un cours de poterie le week-end. Ma maison ressemblait de nouveau à un foyer au lieu d'être juste un endroit où dormir entre 2 crises familiales. Je pouvais m'acheter des choses sans calculer si Sarah pourrait avoir besoin d'aide pour le loyer ce mois-là. Je pouvais faire des projets sans m'inquiéter des appels téléphoniques d'urgence. Parfois, je me demandais comment ils allaient tous. Les enfants s'adaptaient-ils bien au partage d'une chambre chez leurs grands-parents? Le dos de Thomas le faisait-il vraiment souffrir, ou était-ce juste Sarah qui était dramatique? La santé de mes parents avait-elle souffert du stress et du chaos supplémentaire? Mais je n'ai jamais appelé pour le savoir. Et ils ne m'ont jamais appelé. Parfois, je voyais des gens que je connaissais en ville, d'anciens voisins, de vieux amis de la famille, et je pouvais dire à leurs expressions qu'ils avaient entendu une version de l'histoire. Certains me regardaient avec sympathie, d'autres avec jugement. J'ai appris à ne plus m'en soucier. La vérité était compliquée, comme la plupart des situations familiales. Nous avions probablement tous raison et tort de différentes manières, mais j'en avais assez d'être la seule à qui l'on demandait de faire des compromis, de se sacrifier, de tout arranger avec mon argent. Je ne savais pas si nous nous réconcilierions un jour. Peut-être qu'un jour Sarah réaliserait que j'avais essayé d'aider de la meilleure façon que je connaissais. Peut-être que maman comprendrait que je n'étais pas obligée de soutenir financièrement des adultes valides qui choisissaient de ne pas travailler. Peut-être que Thomas reconnaîtrait que sa fierté avait coûté à sa famille une réelle opportunité. Ou peut-être que rien de tout cela n'arriverait. Peut-être que nous resterions brouillés pour toujours. Et peut-être que c'était bien comme ça, aussi. J'avais 35 ans, une carrière réussie, une maison que j'aimais, et pour la première fois depuis des années, un contrôle total sur ma propre vie. J'avais des amis qui m'appréciaient, pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. J'avais des passe-temps, des intérêts et des objectifs qui n'avaient rien à voir avec les problèmes de quelqu'un d'autre. Si cela faisait de moi une égoïste, je pouvais vivre avec. Fin de l'histoire.